Bonjour. Le régime de croissance des pays développés a changé avec la crise. On a aujourd'hui une croissance beaucoup plus faible que celle qu'on avait avant 2007. Si on regarde la France, par exemple, sur les 5 dernières années, la croissance moyenne a été de 0,8% contre 2% de 1990 à 2007 en moyenne. Pareil pour les États-Unis, 2% sur les 5 dernières années, 3% sur la période antérieure. On a des chiffres similaires sur le Royaume-Uni, sur le Japon. On a des chiffres très faibles pour l'Italie ou l'Espagne. L'Italie est à moins 0,8 sur les 5 dernières années. L'Espagne a simplement 0,15%. Ça voudrait dire aussi que le régime antérieur espagnol était probablement pas soutenable. En d'autres termes, on change de régime de croissance. Les banques centrales ont, face à ce changement de régime, adopté des stratégies très accommodantes pour essayer d'accompagner ce mouvement et elles l'ont fait avec beaucoup d'attention. Les taux d'intérêt ont baissé et vont rester très bas tant que ce régime de croissance n'aura pas changé. Alors, quelle trajectoire on peut avoir sur la croissance? Il me semble qu'il y a trois possibilités. La première, c'est ce que Larry Summers a appelé la stagnation séculaire, c'est-à-dire de rester dans cette dynamique très lente, très longtemps. Croissance trop faible, qui ne génère pas ou peu d'emplois et qui crée des tensions sociales très fortes. Là, il y a une première attention à laquelle on doit être, sur laquelle il faut se focaliser. Une croissance trop durablement lente génère des tensions et de l'instabilité sociale et probablement de l'instabilité politique. Donc c'est une situation, si on ne fait rien, qu'on va observer dans les années qui viennent et qui sera très pénalisante. Une deuxième trajectoire possible est celle où on imagine, comme ça a été souvent évoqué récemment par le Fonds monétaire international, par la Banque centrale européenne, c'est-à-dire ayons dans ce cadre-là une politique budgétaire beaucoup plus active, avec un investissement public beaucoup plus fort, beaucoup plus robuste que ce qu'on observait au cours des dernières années. L'idée est de créer une impulsion sur la demande et de créer des incitations pour que l'investissement privé redémarre et permette de se caler sur une trajectoire un peu plus élevée. Cette stratégie-là, tout le monde l'appelle de ses voeux, sauf que les gouvernements ne rentrent pas dans cette logique. Et donc, on a du mal à l'imaginer. On voit bien que ce serait une solution meilleure que la première trajectoire que j'évoquais, mais pour l'instant, personne ne va dans ce sens-là. Et puis, il y a une troisième trajectoire qui reflèterait progressivement l'impact de la révolution technologique qu'on connaît depuis le milieu des années 90. Alors c'est une révolution très forte qui a un impact microéconomique très important. On le voit bien, chacun d'entre nous à son bureau, quand on travaille différemment d'avant. On a tous désormais un téléphone portable. Tous ces éléments-là ont modifié nos comportements microéconomiques, mais pour l'instant, ces innovations n'ont pas encore d'impact macroéconomique. On ne le lit pas dans les chiffres de croissance, dans les chiffres de productivité, mais on peut imaginer effectivement qu'à un moment donné, dans le futur, toutes ces innovations s'emboîtent un peu mieux et génèrent une dynamique de productivité beaucoup plus robuste. Et à ce moment-là, effectivement, la croissance s'accélérerait de façon significative. Il y a beaucoup d'économistes aux États-Unis qui parient sur cette trajectoire. La seule problématique de cela, c'est qu'on ne sait pas si cet effet des innovations se manifestera au niveau macroéconomique dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Et donc, on a là une vraie problématique qui est posée, qui est de se dire, voilà, on a ces trois trajectoires possibles. Une première trajectoire où la croissance resterait très faible parce qu'on n'a pas beaucoup investi ces dernières années et qu'on a du mal à trouver les impulsions qui changeraient le profil d'activité. Une deuxième possibilité en créant là une impulsion via la politique budgétaire. Et puis une troisième trajectoire qui est d'attendre que les innovations, la révolution technologique aient un effet sur la trajectoire et le profil des économies occidentales. Là, il y a une vraie problématique à laquelle on doit répondre, qui est de se dire, est-ce qu'on peut attendre que la révolution technologique fasse son effet, ou est-ce qu'il faut être volontariste,
bien avant. Et c'est pour ça que toutes les questions relatives à l'investissement public pour créer cette impulsion sont aujourd'hui d'actualité et sont des problématiques auxquelles il faut être très attentif. Sinon, on va attendre, mais attendre combien de temps? Est-ce que sur cette période d'attente, on ne risque pas d'avoir cette instabilité que j'évoquais tout à l'heure? C'est ça le risque, et on n'a pas aujourd'hui le droit de prendre ce risque-là. Voilà, quelques mots sur les années qui viennent. Une première partie des premières années qui vont rester sur une croissance probablement très faible. Et puis on espère peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, avoir cet effet technologique un peu plus fort. Et là, effectivement, le cycle économique retrouverait une allure plus normale. Et c'est ce que l'on peut souhaiter. Mais tant qu'on n'a pas une impulsion extérieure, eh bien on aura du mal à trouver ce profil. Et c'est ça la vraie question à laquelle on est confronté. D'où viendra l'impulsion? Est-ce qu'on l'a fait de façon volontaire ou est-ce qu'on attend que les innovations permettent ce changement de profil? Voilà, c'est la question que je vous pose et la question qu'on doit se poser en tant que citoyen. Est-ce qu'on peut attendre que les choses se passent avec un risque d'instabilité? C'est ça la problématique. Je vous remercie.